Mardi 15 mars 2022, 9h30. Cours de mathématiques dans un lycée d'excellence à Cocody, Abidjan. Aminata Koné, 17 ans, première de sa classe de terminale C, s'effondre soudainement sur sa table. Ses camarades pensent à un malaise passager. L'infirmière scolaire arrive, examine la jeune fille. Ce qu'elle découvre la laisse sans voix. Aminata est enceinte de 8 mois. 8 mois. Comment une adolescente peut-elle cacher une grossesse si avancée à sa famille, ses amis, ses professeurs? Mais ce n'est que le début de cette histoire incroyable. Car quand la vérité sur le père de l'enfant éclate, tout le lycée découvre un secret qui dépasse l'imagination. Un secret si lourd qu'il va détruire plusieurs familles et changer le destin de toute une communauté scolaire. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante qui concerne des milliers d'adolescentes africaines, dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez plus d'histoires qui sensibilisent sur des sujets tabous, abonnez-vous et likez cette vidéo. Cette histoire pourrait aider quelqu'un dans votre entourage. Aminata Koné, 17 ans, fille unique d'une famille bourgeoise de Cocody. Son père, Mamadou Koné, est directeur commercial dans une grande compagnie d'import-export. Sa mère, Dr Fatoumata Traoré, est gynécologue à l'hôpital de Trècheville, ironie du sort qui prendra tout son sens plus tard. Aminata, c'est l'élève parfaite que tous les parents rêvent d'avoir. Première de classe depuis la 6e, déléguée de classe, présidente du club de débat, parle couramment français, anglais et allemand, mention très bien au BEPC. Objectif, École Polytechnique de Paris après le bac. Physiquement, Aminata est discrète, 1m65, mince, toujours en uniforme impeccable, cheveux toujours tirés en chignon strict, lunettes de vue. L'image même de l'intellectuelle sérieuse. Elle n'a jamais eu de petite amie connue, ne sort jamais en boîte, ne traîne pas avec les mauvaises fréquentations. Ses professeurs l'adorent, ses camarades la respectent, ses parents en sont fiers. Aminata Koné, 17 ans, est l'exemple parfait de la jeune africaine moderne qui réussit par l'école. Tout commence en juillet 2021, rentrée en classe de terminale. Aminata semble différente, plus fatiguée. Elle qui ne ratait jamais un cours arrive parfois en retard le matin. Elle qui participait à tous les cours reste silencieuse. Ses amis remarquent des changements subtils. Mariam, sa meilleure amie depuis la 6e, Aminata vomissait souvent le matin. Elle disait que c'était le stress de la terminale, on la croyait. En septembre, nouveau changement. Aminata évite systématiquement les cours d'éducation physique. Toujours des excuses, migraine, règles douloureuses, entorses légères. Madame Diabaté, la prof de PS, commence à s'inquiéter mais n'insiste pas. Aminata est sérieuse, elle ne ment jamais. Octobre, Aminata change de style vestimentaire. Elle qui portait toujours des uniformes ajustés opte maintenant pour des vestes larges, des pulls amples même en pleine chaleur d'Abidjan. Je prends du poids avec le stress, explique-t-elle à ses amis qui s'inquiètent. Novembre, les notes d'Aminata chutent légèrement. De 18 sur 20 de moyenne, elle passe à 15 sur 20. Encore excellent, mais inhabituel pour elle. Ses parents attribuent cela à la pression du bac. Sa mère, médecin, lui prescrit des vitamines et du magnésium. Ce qu'ignorent tous ceux qui entourent Aminata, c'est qu'elle mène une double vie digne d'un film. Chaque matin, elle se lève à 5 heures pour serrer son ventre avec des bandages élastiques. Elle a appris la technique sur Internet. Serrer fort pour que le bébé ne se voie pas. Elle a acheté des uniformes 3 tailles au-dessus de la sienne. Ses parents pensent qu'elle a grossi, elle prétend que les nouveaux uniformes rétrécissent au lavage. Aminata évite soigneusement les câlins avec ses parents. Je deviens grande, je n'aime plus qu'on me touche, dit-elle à sa mère qui s'étonne de cette soudaine distance. Elle fait semblant d'avoir ses règles chaque mois. Elle tâche discrètement ses sous-vêtements, jette des serviettes usagées dans la poubelle de sa salle de bain. Sa mère médecin ne se doute de rien. Le plus impressionnant, Aminata gère ses nausées matinales avec une précision chirurgicale. Elle se lève encore plus tôt pour vomir en silence, se brosse les dents 3 fois, prend des pastilles à la menthe. Personne ne remarque rien. Décembre 2021, Aminata est enceinte de 5 mois. Son ventre commence à être vraiment visible malgré les bandages. Elle intensifie ses techniques de camouflage. Nouvelle stratégie, elle prétend avoir des problèmes digestifs chroniques.
Ballonnement terrible, explique-t-elle à sa mère qui lui prescrit des médicaments pour les intestins. Aminata ne les prend pas, évidemment. Elle invente une passion soudaine pour les vêtements larges à la mode. Achète des vestes oversize, des chemises amples, des robes flottantes. Ses parents trouvent ce nouveau style bizarre, mais n'y voient pas malice. Janvier 2022, 6 mois de grossesse. Aminata sent le bébé bouger. Ces moments la terrorisent, car elle a peur que ça se voie. Elle s'entraîne devant sa glace à rester impassible quand le bébé donne des coups. Ses excuses pour éviter le sport deviennent de plus en plus créatives. J'ai mal au dos à cause des livres lourds, mes chaussures me font mal, j'ai mes règles, toujours son excuse favorite. Février 2022. Mariam, sa meilleure amie, commence vraiment à s'inquiéter. Aminata a changé, elle est distante, cachotière, fatiguée. Et puis, elle a grossi de façon étrange. Son visage s'était arrondi, ses seins avaient gonflé. Mais elle portait toujours ses vestes énormes. Un jour, je l'ai vue de profil sans sa veste, j'ai eu un doute fou, mais c'était tellement impensable. Aminata enceinte, impossible. Les professeurs aussi remarquent des changements. Messieurs Kwasi, prof de philo, elle dormait parfois en cours. Elle qui était toujours alerte, toujours participative. Je pensais à de la fatigue de fin d'année. Même les agents d'entretien du lycée commencent à se poser des questions. Tante Marie, qui nettoie les toilettes des filles. Cette petite Aminata, elle venait souvent vomir dans mes toilettes. Toujours le matin. Je me disais qu'elle avait peut-être un problème d'estomac. Cette capacité à mentir et cacher pendant des mois vous choque? Malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le pense. Des milliers d'adolescentes vivent ce cauchemar en silence. Partagez cette vidéo pour sensibiliser les parents et les proches. Et dites-moi, aviez-vous déjà remarqué des signes chez une adolescente de votre entourage? Mars 2022, 7 mois de grossesse. Aminata n'en peut plus physiquement et psychologiquement. Les bandages lui font mal, elle a des contractions légères parfois, elle dort mal. Mais impossible d'abandonner maintenant, le bac blanc approche. Ses parents comptent sur elle. Toute la famille attend qu'elle décroche cette bourse pour la France. Comment leur dire qu'elle va être mère dans quelques semaines? Aminata développe des stratégies encore plus sophistiquées. Elle se fabrique un faux ventre avec des coussins pour que sa silhouette paraisse normale quand elle retire les bandages chez elle. Elle s'entraîne à marcher sans se cambrer malgré le poids du bébé. Le plus dur, gérer les mouvements du bébé en classe. Quand il bouge fort, elle pose instinctivement la main sur son ventre. Elle se reprend immédiatement et fait semblant de se gratter ou d'ajuster sa veste. 15 mars 2022, 8h30 du matin. Aminata se prépare comme tous les jours. Mais cette fois, c'est différent. Elle a eu des contractions toute la nuit. Elle sait que le terme approche, mais elle refuse d'y penser. Juste encore quelques semaines. Juste jusqu'aux épreuves du bac, après, je verrai. 9h30, cours de mathématiques avec messieurs Kwame. Aminata est assise au premier rang, comme d'habitude. Soudain, une contraction terrible lui traverse le ventre. Elle se plie en deux, pousse un cri étouffé. Ses camarades la regardent, inquiets. Messieurs Kwame interrompt son cours. Aminata, ça va? Elle essaie de sourire, juste une crampe d'estomac. Mais 5 minutes plus tard, nouvelle contraction. Cette fois, Aminata ne peut pas la cacher. Elle tombe de sa chaise, se tord de douleur sur le sol. Panique générale dans la classe, quelqu'un appelle l'infirmière. Madame Adjoa, l'infirmière scolaire, arrive en courant. Elle trouve Aminata allongée par terre, pâle, transpirant, les mains crispées sur son ventre. Premier réflexe, elle soulève la veste d'Aminata pour voir si elle ne fait pas d'appendicite. C'est là qu'elle découvre les bandages. Et sous les bandages, un ventre énorme. Mon Dieu, Aminata, tu es enceinte? Aminata, entre deux contractions, regarde l'infirmière avec des yeux terrifiés. S'il vous plaît, ne le dites pas. Ne le dites à personne. Mais c'est trop tard, toute la classe a entendu. Les murmures commencent. Aminata enceinte? C'est impossible. Depuis quand? Messieurs Kwame fait évacuer la classe, appelle une ambulance, contacte l'administration. En 20 minutes, le secret de 8 mois d'Aminata explose au grand jour. Transport d'urgence à l'hôpital de Trècheville.
Ironie du sort, c'est l'hôpital où travaille la mère d'Aminata. Docteur Fatoumata Traoré apprend que sa fille arrive aux urgences, en train d'accoucher. Le choc est indescriptible. Cette gynécologue expérimentée n'a rien vu chez sa propre fille. Comment est-ce possible? Je suis médecin. Comment ai-je pu rater ça? Aminata accouche dans l'après-midi. Une petite fille de 2,8 kg. En parfaite santé malgré les mois de bandage et de dissimulation. Mais la question qui brûle les lèvres de tout le monde, qui est le père? Aminata, épuisée, refuse de parler. Elle sanglote, je ne peux pas le dire, vous ne comprendrez pas. Il faut 3 jours d'enquête discrète et de pression familiale pour qu'Aminata finisse par avouer la vérité. Une vérité qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Le père n'est pas un camarade de classe. Pas un petit ami secret. Pas même un professeur. C'est son cousin, Ali Koné, 25 ans, fils de l'oncle paternel d'Aminata. Celui-là même qui vit chez eux depuis 2 ans pour ses études d'ingénieur à l'INPHB. Ali, le grand frère modèle qu'Aminata admirait. Celui qui l'aidait dans ses devoirs. Celui en qui toute la famille avait confiance. Il m'a dit que c'était normal entre cousins. Que ça arrivait dans toutes les familles. Il m'a dit que si je parlais, ça détruirait la famille. Alors j'ai gardé le secret. La révélation fait l'effet d'une bombe dans les 2 familles. Ali est immédiatement chassé de la maison. Les 2 frères, père d'Aminata et d'Ali, ne se parlent plus. Aminata est retirée du lycée. Pas par exclusion, mais par choix familial. Comment affronter les regards, les murmures, les questions? Son rêve d'école polytechnique s'évanouit, sa bourse d'études aussi. À 17 ans, Aminata se retrouve mère célibataire avec un bébé et un avenir incertain. Ali, lui, disparaît. Il quitte Abidjan, coupe tout contact. Certains disent qu'il est parti en France. D'autres qu'il s'est installé au Burkina. Personne ne sait vraiment. Aujourd'hui, en 2024, Aminata a 19 ans. Elle a repris ses études par correspondance, passe son bac en candidat libre. Sa fille, Aïcha, a 2 ans et grandit entourée de l'amour de ses grands-parents. Aminata témoigne maintenant dans les lycées d'Abidjan pour sensibiliser les jeunes filles. J'ai cru que mentir protégerait tout le monde. En réalité, j'ai failli détruire ma santé et celle de mon bébé. Docteur Fatoumata, sa mère, a complètement changé sa pratique médicale. Elle organise maintenant des séances de sensibilisation pour les parents. Même médecin, je n'ai rien vu chez ma fille, car je ne cherchais pas, j'étais aveuglée par l'image de la fille parfaite. L'histoire d'Aminata nous enseigne plusieurs leçons cruciales. Premièrement, la pression sociale peut pousser les adolescents aux mensonges les plus extrêmes. Aminata a préféré risquer sa vie plutôt que de décevoir ses parents. Deuxièmement, les prédateurs profitent souvent de la confiance familiale. Ali était de la famille, donc au-dessus de tout soupçon. Troisièmement, même les parents les plus attentifs peuvent passer à côté de signaux d'alarme. L'amour aveugle parfois plus qu'il n'éclaire. Quatrièmement, il n'y a jamais de honte à demander de l'aide. Le silence ne protège jamais, il détruit. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Peut-être qu'elle aidera des parents à être plus vigilants, des adolescentes à parler plus tôt, des familles à briser le silence. Si vous connaissez une jeune fille qui montre des signes inquiétants, n'hésitez pas à lui tendre la main. Parfois, une oreille bienveillante peut sauver une vie. Et souvenez-vous, derrière chaque élève parfaite peut se cacher une adolescente en détresse. L'important n'est pas de juger, mais d'accompagner. L'histoire d'Aminata nous rappelle que la perfection apparente cache parfois les plus lourds secrets. Sur Instagram, elle s'appelait Awa Luxury Life, 2,3 millions d'abonnés. Chaque jour, de nouvelles photos depuis Dubaï, Lamborghini jaune, suite au Burj Al Arab, sac Hermès à 50 000 €, restaurants étoilés, jet privé. Hawa Traoré était devenue le rêve de toutes les jeunes africaines. La preuve vivante qu'une fille d'Abidjan pouvait conquérir le monde. Mais ce que ces millions de followers ne savaient pas, c'est qu'Hawa ne payait rien de tout ça. Pas avec son argent, en tout cas. Elle payait avec autre chose. Quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Et le jour où elle a voulu arrêter, ils lui ont montré le vrai prix de cette vie de rêve. Une facture si lourde qu'elle a préféré disparaître plutôt que de la payer.
Cette histoire va vous glacer le sang et vous faire réfléchir sur le prix du faux bonheur. Avant de découvrir cette histoire bouleversante qui concerne des milliers de jeunes Africaines, dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez plus d'histoires qui ouvrent les yeux sur les réalités cachées, abonnez-vous et likez. Cette histoire pourrait sauver la vie de quelqu'un que vous connaissez. Hawa Traoré, né en 1997 à Yopougon, Abidjan. Père mécanicien, mère vendeuse d'attiéké au marché d'Adjamé. Famille nombreuse, 7 enfants dans une maison de 3 pièces. Hawa est la plus belle, la plus ambitieuse. Dès 16 ans, elle rêve d'autre chose que cette vie de galère. Élève moyenne au lycée Sainte-Marie, mais championne des réseaux sociaux. En 2015, à 18 ans, elle ouvre son compte Instagram avec 200 abonnés. Selfies, tenue du marché de Trècheville, petit restaurant populaire d'Abidjan, rien d'extraordinaire. Mais Hawa a un don, elle sait vendre du rêve. Même avec 3 fois rien, elle arrive à donner l'impression qu'elle vit bien. Un jean à 5000 francs CFA, elle le présente comme un designer piece. Un restaurant de maquis, elle en parle comme d'un hidden gem. Les followers commencent à affluer. En 2017, 50 000 abonnés, Hawa comprend qu'elle peut monétiser sa beauté et son storytelling. Tout change quand Hawa rencontre Sandra, une influenceuse ivoirienne de retour de Dubaï. Sandra, 28 ans, roule en Range Rover, porte des loups-boutins, vit dans une villa de Riviera. Elle prend Hawa sous son aile. Ma chérie, tu as le potentiel pour vivre comme une reine, mais pas ici à Abidjan. Ici, tu resteras toujours la fille du mécanicien, il faut partir, il faut aller là où l'argent t'attend. Sandra lui parle de Dubaï comme d'un Eldorado pour les belles africaines. Là-bas, les hommes sont riches et généreux. Tu peux gagner en un mois ce que ton père gagne en 10 ans. Tu peux devenir une vraie influenceuse internationale. Hawa hésite, partir, c'est abandonner sa famille, ses études de marketing qu'elle vient de commencer. Mais les photos de Sandra la font rêver, cette vie de luxe, ces voyages, cette liberté. Janvier 2018. Sandra organise tout, visa, billets d'avion, hébergement temporaire. Hawa dit à sa famille qu'elle va faire du business international à Dubaï. Ses parents sont fiers, leur fille va réussir aux Émirats. L'arrivée à Dubaï éblouit Hawa. Les gratte-ciel, les voitures de luxe, les centres commerciaux gigantesques. Sandra l'installe dans un appartement chic de Marina avec vue sur la mer. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Les premières semaines, Hawa découvre ce nouveau monde. Sandra lui présente d'autres influenceuses africaines, Khadija du Sénégal, Fatima du Nigeria, Amina du Cameroun. Toutes belles, toutes riches, toutes mystérieuses sur leur source de revenus. Au bout d'un mois, Sandra dévoile la réalité. Hawa, il est temps que tu commences à travailler. Les vacances, c'est fini. Le travail, accompagner des hommes riches émiratis dans leurs sorties, rien de méchant, juste être belle, souriante, disponible. Dîner, soirée, événements. Tu es une escorte de luxe, pas une prostituée. Hawa refuse net, Sandra sourit froidement. Ma chérie, qui crois-tu qui a payé ton voyage, ton appartement, tes vêtements de luxe? Tu me dois déjà 50 000 €. Et ça augmente chaque jour. Hawa découvre l'arnaque. Elle est prisonnière d'une dette qu'elle ne peut pas rembourser. Sandra confisque son passeport. Tu partiras quand tu auras remboursé, en attendant, tu travailles. Hawa n'a pas le choix. Elle commence à accompagner des clients, des hommes de 40 à 70 ans, richissimes, qui collectionnent les belles africaines comme des trophées. Officiellement, elle est leur amie pour la soirée. Officieusement, le prix, 2000 € par soirée. Mais sur ces 2000 €, Sandra prend 1500 € pour rembourser les dettes et couvrir les frais. Hawa ne touche que 500 €. À ce rythme, elle ne remboursera jamais. Pour supporter cette vie, Hawa se réfugie dans les réseaux sociaux. Elle poste des photos de ses sorties en cachant la réalité. Restaurants de luxe, voitures de sport, bijoux, tout est vrai, mais payé par des hommes qui la considèrent comme un objet. Ses abonnés explosent, 500 000, 800 000, 1,2 million. Elle devient une célébrité. Des jeunes filles africaines lui écrivent pour savoir comment faire pareil. Hawa leur répond par des mensonges. Travail dur, business, investissement.
Cette histoire vous choque? Malheureusement, Hawa n'est pas un cas isolé. Des milliers de jeunes Africaines vivent ce cauchemar en ce moment même à Dubaï, en croyant vivre un rêve. Partagez cette vidéo pour sensibiliser. Et dites-moi, aviez-vous déjà des soupçons sur ces vies parfaites sur les réseaux? 2 ans passent, 2018, 2019, 2020. Hawa s'enfonce, les accompagnements deviennent de plus en plus extrêmes. Certains clients ont des demandes spéciales, des fantasmes sombres. Hawa doit accepter ou Sandra menace de la dénoncer à la police émirassie pour prostitution. Le piège se resserre, Sandra diversifie les services. Tournage de vidéos privées, soirées à plusieurs, voyages dans d'autres pays du Golfe. Hawa devient une marionnette. Physiquement, elle s'abîme. Chirurgie esthétique pour plaire aux clients, seins, fesses, visage. Drogue pour tenir le coup, antidépresseurs pour dormir, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais sur Instagram, Hawa Luxury Life rayonne. 2,3 millions d'abonnés, marques de luxe qui veulent collaborer, invitations dans des événements prestigieux. Hawa est devenue une influenceuse internationale respectée. Décembre 2020, Hawa accompagne un client saoudien particulièrement violent. Cette nuit-là, elle frôle la mort. Hospitalisée discrètement, elle réalise qu'elle est en train de se tuer à petit feu. Dans son lit d'hôpital, Hawa prend une décision, fuir, coûte que coûte. Elle contacte secrètement l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais Sandra a des contacts partout. Impossible d'obtenir des papiers de rapatriement sans que Sandra le sache. Hawa élabore un plan, elle va utiliser sa notoriété Instagram contre le réseau. Hawa commence discrètement à documenter sa vraie vie. Photos cachées, enregistrements audio, preuves des contrats de Sandra. Elle constitue un dossier explosif. Parallèlement, elle entre en contact avec Kemi, une journaliste nigériane d'investigation basée à Londres, spécialisée dans les réseaux de traite humaine. Le plan, révéler la vérité sur les réseaux, simultanément sur toutes les plateformes. Créer un scandale si énorme que Sandra ne pourra plus la retenir sans se griller elle-même. 15 mars 2021, Hawa poste simultanément sur Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Une vidéo de 20 minutes où elle révèle tout. Son vrai nom, sa situation, le réseau de Sandra, les noms de clients, les méthodes d'endettement. Titre: Ma vraie vie à Dubaï, comment j'ai été réduite en esclavage. La vidéo devient virale en 6 heures. 10 millions de vues en 24 heures. Les médias internationaux s'emparent de l'affaire. Sandra panique, elle tente d'abord de faire supprimer les contenus, puis menace Hawa, puis essaie de négocier. Trop tard, l'affaire est mondiale. Sandra et son réseau tentent une dernière manœuvre, faire arrêter Hawa par la police émirassie pour diffamation et atteinte à l'image du pays. Mais l'ambassade ivoirienne, sous pression médiatique internationale, réagit enfin. Un diplomate vient chercher Hawa directement à son appartement, escorté par des agents de sécurité. Course-poursuite dans Dubaï. Les hommes de Sandra tentent d'intercepter le convoi diplomatique. Hawa arrive à l'aéroport sous protection, embarque dans un vol Air France vers Abidjan. Elle quitte Dubaï avec juste son téléphone et les vêtements qu'elle porte. Mais elle est libre. Avril 2021, Hawa atterrit à l'aéroport d'Abidjan, ses parents l'attendent, en larmes, ils ont appris la vérité comme le monde entier, par les réseaux sociaux. Le retour est difficile, Hawa est traumatisée, droguée, malade. Elle entre en cure de désintoxication, suit une thérapie psychologique. Elle découvre qu'elle a contracté des infections graves. Mais elle est vivante et libre. Hawa transforme son traumatisme en mission. Elle crée une association, Réveil africain, pour sensibiliser les jeunes filles aux dangers de ces rêves dorés. Elle témoigne dans les lycées d'Abidjan, de Dakar, de Lego. Elle raconte sa vraie histoire, sans phare, sans filtre. Beaucoup de jeunes filles annulent leur projet de départ pour Dubaï après l'avoir entendu. Son nouveau compte Instagram Hawa Réveil Africain compte 800 000 abonnés. Cette fois, elle montre sa vraie vie, thérapie, reconstruction, combat pour les autres victimes. Aujourd'hui en 2024, Hawa a 27 ans. Elle vit modestement à Abidjan, travaille avec des ONG internationales contre la traite humaine. Elle n'est plus jamais retournée à Dubaï. Sandra est arrêtée en 2022 lors d'une opération internationale.
Elle purge 15 ans de prison aux Émirats pour traite humaine et proxénétisme aggravé. Le réseau est démantelé, 47 femmes africaines libérées, 12 organisateurs arrêtés. Mais le plus important, les révélations d'Hawa ont ouvert les yeux de millions de jeunes africaines sur la réalité cachée derrière les « success stories » de Dubaï. L'histoire d'Hawa nous enseigne 4 leçons cruciales. Premièrement, tout ce qui brille sur les réseaux sociaux n'est pas or. Derrière les photos de luxe se cachent parfois les pires tragédies. Deuxièmement, il n'y a pas d'argent facile. Quand quelqu'un vous promet une vie de rêve sans effort, c'est un piège. Troisièmement, le courage peut briser les chaînes les plus solides. Hawa a risqué sa vie pour révéler la vérité et sauver d'autres victimes. Quatrièmement, la vraie richesse, c'est la liberté. Mieux vaut être pauvre et libre que riche et esclave. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la massivement. Envoyez-la à toutes les jeunes filles de votre entourage qui rêvent de partir à Dubaï pour faire du business. Si vous connaissez quelqu'un qui vit cette situation, contactez les associations spécialisées. Il n'est jamais trop tard pour s'en sortir. Et surtout, méfiez-vous des influenceuses qui ne montrent que du luxe sans jamais expliquer d'où vient leur argent. Posez-vous toujours cette question, comment elle paie tout ça? La vérité peut sauver des vies. Elle portait le deuil mieux que n'importe qui à Abidjan. Robe noire élégante, voile de veuve, larmes au bon moment, sanglots parfaitement dosés. Akissi Bamba était devenue la référence en matière de veuvage précoce. Cette Marie, tous morts avant 40 ans, tous riches, tous enterrés avec les honneurs et les pleurs d'une épouse éplorée. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Akissi ne pleurait pas ses maris, elle planifiait le suivant. Car derrière chaque deuil se cachait un héritage, et derrière chaque héritage, un meurtre parfait. Jusqu'à ce 8e homme qui allait tout changer. Un homme qui n'allait pas mourir comme prévu, un homme qui allait révéler le secret le plus sombre d'Akissi. Vous n'êtes pas prêts pour cette histoire. Avant de découvrir cette histoire qui défie l'imagination, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Et si vous voulez plus d'histoires vraies africaines qui vous tiendront en haleine jusqu'au bout, abonnez-vous et likez cette vidéo. Akissi Bamba, 38 ans, originaire de Bouaké, installé à Abidjan depuis ses 18 ans. Une beauté qui attire les regards, 1,70 m, peau cuivrée, sourire éblouissant, élégance naturelle. Elle parle français avec un léger accent baoulé qui charme, s'habille toujours avec classe, porte des parfums français. Mais le plus frappant chez Akissi, c'est sa collection de photos de mariage. Cet album, cette robe blanche, cet homme souriant à ses côtés. Et sur sa commode, cette faire-part de décès encadré, cette veuve qu'elle n'a jamais eue. Les voisins de son quartier chic de Cocody la surnomment la malédiction, pas par méchanceté, mais par superstition. Comment une femme si belle, si gentille, peut-elle porter la poisse à ce point? Cette Marie mort, c'est pas normal. Ça ne peut pas être le hasard. Akissi l'entend, elle sourit tristement, c'est Allah qui décide, moi je ne fais qu'aimer. Tout commence en 2010 avec Moussa Diabaté, 35 ans, directeur d'une banque locale, villa à Riviera, Mercedes classe S, il tombe fou amoureux d'Akissi qu'il rencontre lors d'un mariage à la mosquée de Cocody. Mariage somptueux 6 mois plus tard, 800 invités, orchestre malien, 3 jours de fête. Moussa est aux anges, il a épousé la femme de ses rêves. Sauf que le rêve dure exactement 8 mois, Moussa commence à avoir des malaises, fatigue extrême, nausées, perte de poids. Il consulte, les médecins parlent de stress professionnel. Akissi le dorlote, lui prépare des tisanes, des plats traditionnels pour lui redonner des forces. Moussa empire, hospitalisation d'urgence à l'hôpital du Plateau, diagnostic, empoisonnement aux métaux lourds, origine inconnue, malgré les soins intensifs, il meurt au bout de 3 semaines, ses organes lâchent un à un. Akissi pleure toutes les larmes de son corps aux funérailles. Mon mari, mon amour, pourquoi tu m'as abandonné? Elle hérite de 50 millions de francs CFA et de la villa de Riviera. 2 ans plus tard, 2012, Akissi rencontre Sékou Touré, pas de lien de parenté avec l'ancien président, 32 ans, import-export, spécialisé dans les produits cosmétiques venus d'Asie, chiffre d'affaires, 200 millions par an. Sékou est séduit par cette veuve courageuse qui a surmonté l'épreuve. Une femme qui a souffert sait apprécier l'amour, se dit-il. Il la demande en mariage après 1 an de cours respectueuses. Mariage encore plus fastueux que le premier. Akissi porte une robe de mariée importée de Paris,
à 5 millions de francs CFA. Sékou ne regarde pas à la dépense pour sa princesse. Mais le scénario se répète, au bout de 10 mois, Sékou développe des symptômes étranges. Cette fois, c'est différent, hallucinations, perte de mémoire, comportements erratiques. Les médecins évoquent une maladie neurologique dégénérative rare. Sékou meurt dans d'atroces souffrances après 6 mois d'agonie. Akissi hérite de 80 millions de francs CFA et du commerce d'import-export. Aux funérailles, elle s'évanouit de douleur, le tout Abidjan compatit. Entre 2013 et 2017, 3 autres hommes passent dans la vie d'Akissi. Même schéma à chaque fois. Mari numéro 3, Kofi Aswan, 2013. Promoteur immobilier, épouse Akissi, tombe malade 8 mois plus tard, problème cardiaque inexpliqué, meurt au bout de 4 mois. Héritage, 120 millions francs CFA plus immeuble de bureau. Mari numéro 4, Yves Bécrot, 2015. Transitaire au port autonome d'Abidjan, même pattern, santé qui se dégrade progressivement, mort mystérieuse. Héritage, 90 millions francs CFA plus part dans une société de transit. Mari numéro 5, Ibrahim Fofana, 2016. Commerçant de cacao, exportateur vers l'Europe, décède d'une infection généralisée que les médecins n'arrivent pas à identifier. Héritage, 150 millions francs CFA plus plantation dans l'ouest du pays. À ce stade, Akissi est immensément riche. Fortune estimée à 500 millions de francs CFA, elle vit dans un quartier encore plus huppé, conduit une Porsche Cayenne, voyage régulièrement en Europe. Mais elle continue à jouer la veuve éplorée qui cherche l'amour sincère. Vous commencez à voir le pattern ? 5 maris morts de manière suspecte, et une femme qui s'enrichit à chaque deuil. Mais attendez de voir la suite, car l'histoire va prendre un tournant que personne n'avait prévu. Dites-moi en commentaire, à partir de combien de morts auriez-vous enquêté ? Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Mari numéro 6, Dramane Konaté, 2017. Directeur d'une compagnie de BTP, plus méfiant que les précédents, il fait faire un bilan de santé complet avant le mariage. Parfait. Épouse Akissi en grande pompe. Cette fois, Akissi change de méthode, au lieu d'empoisonner lentement, elle organise un accident. Dramane fait une chute mortelle du balcon de leur villa, pendant leur lune de miel. Akissi dormait, elle n'a rien vu, rien entendu. L'enquête conclut à un accident dû à l'alcool. Héritage, 200 millions de francs CFA, plus la compagnie de BTP. Mari numéro 7, Olivier Nguessan, 2018. Médecin chirurgien, le plus intelligent de tous. Il commence à poser des questions sur les morts précédentes. Akissi sent le danger, elle accélère le processus. Olivier meurt d'un arrêt cardiaque, pendant son sommeil après seulement 4 mois de mariage. Il avait 36 ans, aucun antécédent cardiaque. Akissi pleure, mais cette fois, quelqu'un observe attentivement ses larmes. Docteur Philippe Kouassi, médecin légiste à l'hôpital de Trècheville, ami personnel d'Olivier Nguessan depuis la faculté de médecine. Il assiste aux funérailles d'Olivier et quelque chose le dérange. Ce soir-là, Philippe rentre chez lui et fait des recherches. 7 maris morts, tous jeunes, tous riches, tous mariés à la même femme. Les probabilités statistiques sont astronomiques. Philippe commence une enquête discrète. Il contacte les familles des victimes, consulte les dossiers médicaux, quand ils existent, reconstitue la chronologie. Plus il creuse, plus c'est évident, Akissi Bamba est une tueuse en série. Mais Philippe a un problème, aucune preuve tangible. Les corps ont été enterrés selon les rites musulmans, enterrement rapide, pas d'autopsie approfondie, dossiers médicaux incomplets. Philippe décide de tendre un piège à Akissi. Il demande à son cousin germain, Serge Kouassi, de jouer le rôle de l'appât. Serge, 34 ans, ingénieur dans une compagnie pétrolière, célibataire, fortune personnelle de 300 millions de francs CFA. Le plan, Serge va séduire Akissi, l'épouser, mais surveiller chacun de ses gestes. Philippe restera en contact permanent, analysera tout ce qu'Akissi donnera à manger ou à boire à Serge. Serge rencontre, par hasard, Akissi dans un salon de beauté de Marcory. Coup de foudre immédiat, orchestré. Akissi tombe dans le panneau. Un homme riche, séduisant, qui la couvre de cadeaux, parfait. Mariage somptueux en janvier 2019. Akissi rayonne, elle pense déjà à l'héritage de Serge.
300 millions, ça va porter sa fortune à près d'1 milliard de francs CFA. Mais cette fois, c'est différent. Serge fait semblant de boire les tisanes qu'Akissi lui prépare, mais les vide discrètement. Philippe analyse les échantillons. Arsenic, cyanure, mercure, un cocktail mortel parfaitement dosé. Au bout de 2 mois, Serge joue la comédie. Il fait semblant de tomber malade, de s'affaiblir. Akissi sourit intérieurement, encore un qui va partir. Mais le jour où Akissi pense donner le coup de grâce final, une dose massive de poison dans le repas de Serge, celui-ci lui annonce qu'il a invité un ami médecin pour dîner. Philippe arrive avec une équipe de police discrète. Ils observent Akissi préparer le repas, ajouter une poudre blanche dans l'assiette de Serge. C'est pris en flagrant délit. Arrestation immédiate, Akissi ne comprend pas, elle crie à l'injustice « Mon mari est malade, je le soigne ». Mais les analyses sont formelles. Et quand Philippe révèle qu'il a enquêté sur les 7 maris précédents, Akissi s'effondre. Le masque tombe enfin. En garde à vue, Akissi finit par tout avouer. Mais ces révélations dépassent tout ce qu'on pouvait imaginer. Elle n'a pas commencé par tuer pour l'argent. Le premier mari, Moussa, elle l'aimait vraiment. Mais il était violent, il la battait dès qu'ils étaient seuls. Un soir de rage, elle a mis du morora dans son thé. Juste pour qu'il arrête de la frapper. Moussa est mort. Akissi a hérité de sa fortune, et là, elle a réalisé, les hommes meurent, l'argent reste. Les 6 autres, elle les a tués de sang-froid. Chacun représentait un capital. Elle les épousait, étudiait leurs habitudes, leurs faiblesses, puis les éliminait méthodiquement. J'étais devenue une businesswoman, dit-elle sans émotion. Mon business, c'était le mariage et la mort. Les détails révélés pendant l'enquête glacent le sang. Akissi tenait un carnet où elle calculait le rendement de chaque mari. Elle avait une collection de poisons différents cachés dans sa villa. Elle s'entraînait à pleurer devant sa glace pour parfaire son jeu d'actrice. Elle consultait un marabout pour s'assurer que les âmes de ses maris ne reviennent pas la hanter. Elle avait déjà repéré sa 9e victime, un ministre veuf de 45 ans. Le procès fait sensation à Abidjan. La presse ivoirienne et internationale se déplace. Akissi, toujours élégante même en détention, nie tout jusqu'au bout. Mais les preuves s'accumulent, témoignages des familles, analyses toxicologiques, aveux enregistrés, découverte de l'arsenal chimique dans sa villa. Verdict, cette condamnation à mort commuée en prison à vie. Akissi a 38 ans. Elle ne sortira jamais. Aujourd'hui, Akissi Bamba purge sa peine à la prison de Bouaké. Les détenus l'évitent. Même en prison, elle fait peur. Elle a tenté plusieurs fois de séduire ses gardiennes pour obtenir des faveurs. Même derrière les barreaux, elle continue à manipuler. Philippe Kouassi, le médecin légiste qui l'a confondue, a écrit un livre sur cette affaire. Il dit « Akissi n'éprouve aucun remords. Si elle sortait demain, elle recommencerait. » Cette histoire nous apprend plusieurs leçons terrifiantes. Premièrement, les prédateurs peuvent avoir n'importe quel visage. Akissi était belle, charmante, semblait victime du destin. Personne n'aurait soupçonné qu'elle était la mort incarnée. Deuxièmement, l'argent peut transformer n'importe qui en monstre. Akissi a goûté à la richesse facile et n'a plus pu s'arrêter. Troisièmement, la justice finit toujours par triompher. Grâce au courage d'un homme qui a risqué la vie de son cousin pour arrêter une tueuse. Et la leçon la plus importante, méfiez-vous des coïncidences trop nombreuses. 7 maris morts, ce n'est jamais le hasard. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la pour sensibiliser vos proches. Car des Akissi Bamba, il en existe peut-être d'autres. Des femmes ou des hommes qui transforment l'amour en piège mortel. Restez vigilants. Protégez-vous. Et surtout, n'oubliez jamais, derrière le plus beau sourire peut se cacher le cœur le plus noir. Dans son salon de coiffure de Cotonou, Adjoa recevait toutes sortes de femmes. Des ouvrières, des commerçantes, des bourgeoises. Toutes lui confiaient leurs secrets sous le casque. Mais ce jour-là, une cliente lui a confié quelque chose qui allait la terroriser. Un secret si lourd qu'elle n'arrivait plus à dormir. Un secret qui concernait des dizaines de nouveau-nés. Avant de découvrir cette histoire bouleversante, dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez plus d'histoires vraies africaines, abonnez-vous et likez.
Adjoa Mensah, 38 ans, coiffeuse depuis 15 ans. Son salon « Beauté divine » se trouve dans le quartier de Tokpa, à Cotonou. 2 fauteuils, 3 casques, une clientèle fidèle. Adjoa a une réputation. Elle coiffe bien, elle ne coûte pas cher, et surtout, elle sait garder les secrets. Car un salon de coiffure, c'est comme un confessionnal. Les femmes parlent. Elles racontent leurs maris infidèles, leurs problèmes d'argent, leurs histoires de famille. Adjoa écoute, conseille parfois, mais ne répète jamais. Madame Vivienne, 45 ans, toujours bien habillée, bijoux en or, parfum français. Elle vient tous les 15 jours depuis 6 mois. Elle paie comptant, en gros billets. Elle donne toujours un généreux pourboire. Mais Vivienne ne parle jamais, elle s'assoit, demande la même coiffure, reste silencieuse. Adjoa respecte ce silence. Chaque cliente a son caractère. Ce mardi-là, Vivienne arrive différente. Elle tremble. Ses yeux sont rouges. Elle s'assoit et soudain, elle éclate en sanglots. Adjoa pose son peigne, s'assoit face à elle. Vivienne respire profondément et commence. « Tu sais ce que je fais dans la vie ? Je dirige une maternité privée. La clinique Sainte-Marie, près du marché d'Antokpa. Officiellement, j'aide les femmes à accoucher. Mais en réalité... » Elle s'arrête, sanglote encore. Adjoa attend, le cœur battant. En réalité, je vends des bébés. Quand une femme pauvre accouche chez moi, je lui dis que son enfant est mort-né. Je lui montre un faux certificat de décès. Et je vends l'enfant à des couples riches qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Adjoa reste figée. Elle ne peut pas croire ce qu'elle entend. Combien de bébés ? Demande-t-elle dans un souffle. 43. En 6 mois. 43 bébés vendus. 43 mères qui pleurent un enfant qu'elles croient mort. Vivienne explique tout. Elle travaille avec des complices, des sages-femmes corrompues, des médecins qui falsifient les certificats, des intermédiaires qui trouvent les clients. Les bébés sont vendus entre 500 000 et 2 millions de francs CFA selon leur qualité, sexe, couleur de peau, santé. Les clients sont des couples béninois riches, mais aussi des Européens qui viennent adopter discrètement. « Pourquoi tu me dis ça ? » demande Adjoa. « Parce que je deviens folle. Chaque nuit, j'entends les pleurs de ces bébés. Je vois le visage de leur mère. Je ne peux plus continuer. Cette histoire vous choque ? Vous vous demandez si c'est possible ? Malheureusement, ce trafic existe vraiment en Afrique. Dites-moi en commentaire, que feriez-vous à la place d'Adjoa ? Et partagez cette vidéo pour sensibiliser. Adjoa rentre chez elle, bouleversée. Elle pense à sa propre fille, à toutes ces mères qui pleurent. Elle sait qu'elle doit agir. Mais comment ? Vivienne lui a fait confiance. Et si elle se trompe ? Si c'est un mensonge ? Elle décide d'enquêter discrètement. Elle va à la clinique Sainte-Marie, observe. Effectivement, beaucoup de femmes enceintes entrent. Peu ressortent avec un bébé. Celles qui sortent les mains vides ont les yeux rouges. Adjoa contacte un journaliste de Radio Cotonou qu'elle connaît. Elle lui raconte tout. Le journaliste lance une enquête. Avec des caméras cachées, il filme les transactions. Il découvre un réseau énorme. La police intervient. Vivienne est arrêtée, ainsi que 12 complices. Dans la clinique, il trouve 6 nouveau-nés prêts à être vendus. Les familles qui les avaient achetés sont convoquées. L'enquête révèle l'ampleur du trafic. Pas 43 bébés, mais plus de 200 en 3 ans. Certains ont été vendus en Europe, d'autres au Nigeria, au Ghana. Retrouver les familles biologiques devient un cauchemar. Adjoa témoigne au procès. Elle raconte comment Vivienne lui a tout confié. Certains l'accusent d'avoir trahi le secret professionnel. D'autres la félicitent pour son courage. Vivienne est condamnée à 15 ans de prison. Mais le mal est fait. 200 familles cherchent toujours leurs enfants. Certains bébés ne seront jamais retrouvés. Adjoa, elle, ne coiffe plus de la même façon. Chaque confidence lui rappelle cette histoire. Elle a sauvé des vies, mais elle porte aussi le poids de ce secret terrible. Cette histoire nous montre que les secrets les plus sombres se cachent parfois derrière des façades respectables. Une clinique, une femme bien habillée, une profession noble, et pourtant, l'horreur.
Elle nous montre aussi que parfois, briser un secret peut sauver des vies. Adjoa a fait le bon choix. Grâce à elle, ce trafic a été stoppé. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la. Peut-être qu'elle alertera quelqu'un sur ces pratiques qui existent encore aujourd'hui. Il était 23h45 quand Ibrahim a pris ce client. Un homme en costume, valise à la main, l'air pressé. Destination, l'aéroport de Ouagadougou. Un trajet normal, une course comme les autres. Sauf que dans cette valise, il y avait quelque chose qui allait changer sa vie. Quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Quelque chose qui allait le transformer en cible. Avant de plonger dans cette histoire glaçante, dites-moi, de quel pays me regardez-vous? Et si vous aimez les histoires vraies qui donnent des frissons, abonnez-vous et likez cette vidéo. Ibrahim Sawadogo, 35 ans, chauffeur de taxi à Ouagadougou depuis 12 ans. Père de 3 enfants. Taxi jaune Peugeot 307, immatriculé BF 2847. Chaque soir, il travaille de 18h à 2h du matin. Les courses d'aéroport, c'est son pain quotidien. Surtout la nuit. Les hommes d'affaires qui arrivent tard, les voyageurs pressés. Ibrahim connaît tous les visages, tous les accents. Ce soir-là, il attendait devant l'hôtel splendide. Comme d'habitude. L'homme monte. La cinquantaine, costume gris, cravate noire. Il ne dit pas bonjour. Il pose sa valise à côté de lui, vérifie l'heure sur sa montre Rolex. Aéroport. Vite. Ibrahim démarre, dans le rétroviseur, il observe son client. L'homme transpire malgré la climatisation. Il regarde sans cesse par la fenêtre arrière, comme s'il était suivi. Ses mains tremblent. Au premier feu rouge, l'homme reçoit un appel. Il parle bas, en français, mais Ibrahim comprend quelques mots. C'est fait, personne ne sait, je prends le vol de minuit. Soudain embouteillage. Un camion en panne bloque la route. L'homme panique, il faut passer. J'ai un avion à prendre. Ibrahim prend une déviation. Route cahoteuse. À un virage serré, la valise glisse et s'ouvre. Des liasses de billets s'éparpillent sur le siège. Mais ce n'est pas l'argent qui frappe Ibrahim. C'est l'autre chose, des photos. Des photos d'enfants. Des dizaines de photos. L'homme se précipite pour tout ramasser. Trop tard. Ibrahim a vu. Et dans ses yeux, l'homme lit qu'il a compris. Tu n'as rien vu, dit l'homme en remettant les photos dans la valise. Sa voix a changé. Elle est froide, menaçante. Si tu parles, je saurai te retrouver. Toi et ta famille. Ibrahim ne répond pas. Il continue à conduire, mais ses mains tremblent sur le volant. Il pense à ses enfants qui dorment à la maison. À sa femme qui l'attend. À l'aéroport, l'homme paie et disparaît. Ibrahim reste dans son taxi, sous le choc. Il vient de comprendre qu'il a transporté un monstre. Rentré chez lui, Ibrahim ne dort pas. Il revoit les photos. Des enfants de 8, 10, 12 ans. Tous avec le même regard terrifié. Il sait qu'il devrait parler. Aller à la police. Mais l'homme connaît son nom, son adresse. Il a vu sa carte de chauffeur. Le lendemain, Ibrahim essaie de reprendre sa routine. Mais partout, il croit voir des regards suspects. Chaque client lui fait peur. Chaque sonnerie de téléphone le fait sursauter. 3 jours plus tard, Ibrahim remarque qu'il est suivi. Une moto noire. Toujours la même. Elle le suit depuis son domicile jusqu'à ses clients. Le soir, elle stationne près de chez lui. Sa femme s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus le même. Ibrahim ne peut pas lui dire. Comment expliquer qu'il a vu l'impensable? Comment dire qu'il a peur pour sa famille? Une semaine passe. Ibrahim n'en peut plus. Il va voir son ami Mamadou, policier à la brigade des mœurs. Il lui raconte tout. Mamadou l'écoute, grave. Ces photos, tu peux les décrire. Ibrahim ferme les yeux. Il revoit chaque détail. Mamadou prend des notes. Cette description correspond à une affaire sur laquelle il travaille. Des enfants disparus. Des familles qui cherchent. Un réseau international. Mamadou lance une enquête discrète. L'homme au costume existe. Il s'appelle Michel Conan. Homme d'affaires ivoirien. Officiellement, il vend des produits cosmétiques. Officieusement, il dirige un réseau de trafic d'enfants entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et l'Europe. Les photos qu'Ibrahim a vues, ce sont des « catalogues » pour les clients européens. Des enfants vendus comme esclaves domestiques ou pire. Conan est arrêté 3 semaines plus tard à l'aéroport d'Abidjan. Dans ses bagages, 200 photos d'enfants,
des passeports falsifiés, des contacts de clients en France et en Belgique. Grâce au témoignage d'Ibrahim, 15 enfants sont retrouvés et libérés. Certains étaient séquestrés depuis des mois dans des maisons à Abidjan. Mais Ibrahim paie le prix de son courage. Il reçoit des menaces. Des complices de Conan le cherchent. Il doit déménager sa famille, changer de quartier, abandonner son taxi. Aujourd'hui, il travaille dans une autre ville. Sous un autre nom. Ses enfants ne savent pas pourquoi ils ont dû quitter leurs amis, leur école. Ils ne savent pas que leur père est un héros. L'histoire d'Ibrahim nous montre que parfois, être au mauvais endroit au mauvais moment peut vous transformer en témoin de l'impensable. Mais elle nous montre aussi que le courage existe. Que certaines personnes sont prêtes à tout risquer pour protéger des innocents. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Peut-être qu'elle sensibilisera quelqu'un à cette réalité tragique qui se cache parfois derrière des visages respectables. Dans les ruelles poussiéreuses de Bamako, tout le monde connaissait Amadou le guérisseur. On venait de partout pour ses remèdes miracles. Cancer, stérilité, malédiction, il prétendait tout soigner avec ses herbes et ses prières. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Amadou ne guérissait personne, pire encore, il tuait. Consciemment, méthodiquement, et il s'enrichissait sur la mort de ses patients. Jusqu'à ce jour où il a préparé un remède, pour lui-même. Un remède qui allait révéler la vérité la plus terrifiante. Parfois, la mort qu'on sème nous rattrape. Avant de plonger dans cette histoire glaçante qui va vous faire réfléchir sur la confiance aveugle, dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Et si vous voulez plus d'histoires vraies africaines qui marquent, abonnez-vous et likez cette vidéo. Croyez-moi, celle-ci va vous hanter. Amadou Traoré, 52 ans. Depuis 20 ans, il règne sur le quartier de Médina à Bamako. Sa cour, c'est un labyrinthe de cases en banco, de jarres remplis d'herbes séchées, de statuettes en bois et d'amulettes suspendues partout. L'odeur de l'encens mélangé aux plantes médicinales, les chants rituels qui résonnent dès l'aube. Amadou, c'est l'image parfaite du guérisseur traditionnel. Grand, maigre, barbe grisonnante, toujours vêtu de boubou blanc immaculé. Il parle avec la sagesse de ses ancêtres, cite le Coran, invoque les esprits. Ses mains, toujours en mouvement, semblent bénies. Ses yeux perçants vous transpercent comme s'il lisait votre âme. Sa réputation, légendaire. Des ministres venaient le consulter en secret. Des businessmen d'Abidjan prenaient l'avion juste pour lui. Il avait guéri des cancers, rendu fertile des femmes stériles depuis 15 ans, brisé des malédictions familiales. Amadou ne donnait pas de consultation. Il offrait des miracles. Tout a commencé avec Fatoumata Keita. 34 ans, mère de 2 enfants, diagnostiquée d'un cancer du sein à l'hôpital Gabriel Touré. Les médecins lui donnaient 6 mois avec chimio, 12 mois sans traitement. Fatoumata, terrifiée, refuse la chimio. Trop chère, trop violente. Une voisine lui parle d'Amadou. Il a guéri ma sœur d'un cancer de l'utérus. Va le voir. Fatoumata arrive chez Amadou avec ses dernières économies, 200 000 francs CFA. Amadou l'examine, fait ses consultations mystiques, hoche la tête gravement. Ma fille, ton mal est profond. Mais Allah est grand. Je peux te sauver, mais le traitement coûte 500 000 francs. Fatoumata n'a pas 500 000 francs. Elle supplie, explique sa situation. Amadou accepte de l'aider par pure générosité pour 200 000 francs, parce qu'il a pitié d'elle. Le remède, une décoction d'herbes amères à boire 3 fois par jour, des cataplasmes à appliquer sur le sein, et des prières spéciales. Ce qu'Amadou ne dit pas à Fatoumata, c'est que sa décoction ne contient aucune plante médicinale. Juste des herbes amères pour donner un goût médical, de l'eau, et du poison. Pas assez pour tuer immédiatement. Juste assez pour affaiblir, pour que la maladie progresse plus vite. Pourquoi? Parce qu'Amadou a compris le business parfait. Si ses patients guérissent vraiment, ils ne reviennent plus. Mais s'ils empirent lentement, ils reviennent. Encore et encore. Il paie. Encore et encore. Au bout de 3 semaines, Fatoumata revient. Elle va plus mal. Amadou hoche la tête, le mal résiste. Il faut un traitement plus fort. 300 000 francs de plus. Fatoumata vend ses bijoux, emprunte à sa famille. Elle paie. Amadou lui donne un nouveau remède. Encore plus de poison. Fatoumata meurt 6 semaines plus tard.
Non pas du cancer, mais empoisonné. Amadou assiste aux funérailles, console la famille, Allah l'a rappelé à lui. Mais sans moi, elle serait morte depuis longtemps. Ce schéma, Amadou le répète des dizaines de fois. Il cible toujours les mêmes profils. Les désespérés que la médecine moderne a abandonnés, les pauvres qui ne peuvent pas payer les hôpitaux, les croyants qui préfèrent la tradition à la science. Son système est diabolique. Pour les cas légers, stérilité, problèmes de peau, anxiété, il donne de vrais remèdes à base de plantes. Ses patients guérissent et font sa publicité. Pour les cas graves, cancer, diabète sévère, hypertension, il empoisonne lentement. Ses patients meurent, mais pas immédiatement. Leur famille pense qu'Amadou a prolongé leur vie. En 5 ans, Amadou a ainsi tué une quarantaine de personnes. Chacune lui rapportait entre 200 000 et 2 millions de francs CFA selon leur richesse. Avec cet argent du sang, Amadou s'enrichit. Il achète des terrains à Bamako, fait construire une villa moderne dans un quartier chic, roule en Toyota Land Cruiser, envoie ses enfants étudier en France. Mais il garde son image de guérisseur humble. Le matin, il reçoit dans sa case traditionnelle en banco. Le soir, il rentre dans sa villa climatisée avec piscine. Ses épouses, il en a 3, elles ne posent pas de questions. L'argent coule, la famille vit bien. Amadou explique sa richesse par sa clientèle internationale et ses consultations pour les ministres. Vous vous demandez comment il a pu tuer autant de gens sans être inquiété? Comment personne n'a fait le lien? La suite va vous expliquer la mécanique terrifiante de ce système. Mais avant, dites-moi, connaissiez-vous ce type d'arnaque médicale? Et surtout, partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches à ces dangers. Comment Amadou échappe-t-il aux soupçons? Premièrement, ces victimes sont toujours des malades graves. Quand elles meurent, on attribue leur mort à la maladie initiale, pas au traitement d'Amadou. Deuxièmement, Amadou a acheté la protection. Il soigne gratuitement des policiers, des magistrats, des journalistes. Il offre des enveloppes généreuses aux autorités traditionnelles. Quand des familles portent plainte, ces plaintes sont classées sans suite. Troisièmement, Amadou manipule la culpabilité. Quand un patient meurt, il explique à la famille que c'était la volonté d'Allah, que le malade n'a pas assez prié, ou que la famille n'a pas suivi correctement le traitement. Les familles, rongées par la culpabilité, n'accusent jamais le guérisseur. Mais un jour, Amadou reçoit un client différent. Sédou Sangaré, 45 ans, riche commerçant d'Abidjan. Il vient voir Amadou pour un problème de stérilité masculine. Sa jeune épouse de 25 ans ne tombe pas enceinte après 3 ans de mariage. Sédou paie 1 million de francs CFA pour un traitement garanti. Amadou lui donne des décoctions d'herbes aphrodisiaques réelles, pas de poison cette fois, car la stérilité n'est pas mortelle. Mais Sédou est impatient, au bout de 3 mois sans résultat, il menace Amadou. Si ma femme n'est pas enceinte dans 1 mois, je récupère mon argent et je raconte partout que tu es un charlatan. Amadou panique, Sédou a des relations, du pouvoir, de l'influence, s'il parle, la réputation d'Amadou s'effondre. Amadou trouve une solution. Il va empoisonner Sédou, pas pour le tuer, mais pour le rendre très malade, puis il le guérira spectaculairement. Sédou sera tellement reconnaissant qu'il oubliera ses menaces et deviendra même un ambassadeur de la réputation d'Amadou. Amadou prépare donc un poison spécial, plus concentré que d'habitude. Il le mélange à une décoction de fertilité et le donne à Sédou. Bois ceci ce soir avant de dormir. C'est le remède final, dans 1 semaine, tu verras la différence. Mais cette nuit-là, Amadou commet une erreur, il boit lui-même une décoction par habitude, un mélange qu'il prend chaque soir pour ses propres problèmes de digestion. Sauf que dans l'obscurité de sa case, Amadou se trompe de bouteille. Il boit le poison destiné à Sédou. Le poison qu'il a préparé plus concentré que jamais. Amadou se réveille vers 3 heures du matin avec des douleurs atroces, vomissements, convulsions, sueur froide. Il comprend immédiatement ce qui se passe. Il s'est empoisonné avec son propre poison. Ironie du sort. Le spécialiste des remèdes miracles ne connaît aucun antidote, parce qu'il n'a jamais cherché à guérir, seulement à tuer. Il essaie de vomir, de boire du lait, de se faire des lavements. Rien n'y fait, le poison progresse dans son organisme. Amadou réalise alors l'horreur de sa situation.
il va mourir comme ses victimes, lentement, douloureusement, seul. Dans ces dernières heures, Amadou délire, il voit les visages de toutes ses victimes. Fatoumata qui le regarde avec reproche, les autres malades qu'il a empoisonnés, qui l'entourent, qui murmurent « Maintenant, tu sais ce qu'on a ressenti ». Amadou appelle ses épouses, leur avoue tout « J'ai tué tant de gens, c'était pour l'argent, pardon, pardon ». Ses épouses pensent qu'il délire à cause de la fièvre. Elles ne comprennent pas. Amadou meurt à 6 heures du matin, seul dans sa case, rongé par le poison qu'il avait préparé pour empoisonner quelqu'un d'autre. Quand ses épouses découvrent le corps, elles trouvent aussi ses cahiers secrets. Amadou tenait un registre méticuleux de ses crimes. Nom des victimes, somme perçue, type de poison utilisé, date de décès. 40 victimes en 5 ans, 15 millions de francs CFA de revenus criminels. Paniquées, ses épouses brûlent les cahiers et cachent la vérité. Officiellement, Amadou est mort d'une crise cardiaque. Mais Sédou, qui devait boire le poison destiné à Amadou, devient soupçonneux. Pourquoi le grand guérisseur est-il mort soudainement? Il fait analyser discrètement la décoction qu'Amadou lui avait donnée. Résultat, poison mortel. Sédou comprend qu'Amadou tentait de l'empoisonner. Il porte plainte, lance une enquête privée. Peu à peu, la vérité sort, les familles des victimes témoignent, les preuves s'accumulent. Aujourd'hui, la villa d'Amadou est abandonnée, ses épouses ont fui avec leurs enfants, sa réputation de guérisseur s'est transformée en légende noire. Mais le plus terrifiant dans cette histoire, ce n'est pas qu'Amadou ait tué 40 personnes. C'est qu'il y a encore des dizaines d'Amadou dans toute l'Afrique, des charlatans qui profitent de la détresse pour s'enrichir sur la mort. L'histoire d'Amadou nous enseigne 3 leçons. Premièrement, la médecine traditionnelle peut être efficace, mais elle doit être pratiquée par de vrais guérisseurs, pas par des criminels déguisés. Deuxièmement, quand on sème la mort, elle finit toujours par nous rattraper. Amadou a été tué par son propre poison, justice divine ou coïncidence? À vous de juger. Troisièmement, face à la maladie, ne choisissez jamais entre médecine moderne et traditionnelle. Combinez les deux, mais toujours avec des praticiens de confiance, recommandés, vérifiés. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la, peut-être qu'elle sauvera des vies en ouvrant les yeux sur ces prédateurs qui transforment l'espoir en poison. Elle vendait du poisson au marché de Sandaga depuis 15 ans. Chaque matin à 4 heures, elle était là, dans la poussière et les odeurs, les mains dans la glace, le dos cassé par le poids des caisses. Mais ce matin-là, quelque chose d'extraordinaire allait changer sa vie à jamais. Un simple coup de fil. Un numéro qu'elle ne connaissait pas. Une voix qui allait la transformer en millionnaire. Mais à quel prix? Avant de continuer cette histoire incroyable, dites-moi en commentaire, dans quel pays regardez-vous cette vidéo? Et si vous voulez que je partage plus d'histoires fascinantes comme celle-ci, pensez à liker et vous abonner. C'est parti. Fatou Diallo, 42 ans, mère de 5 enfants. Veuve depuis 8 ans. Chaque jour, elle se lève à 3h30 du matin dans sa chambre de 2 mètres sur 3 à Pikine. Elle enfile le même boubou bleu délavé, prend son seau en plastique rouge et marche 45 minutes jusqu'au marché. Ses mains sont abîmées par le sel, ses pieds gonflés par les heures debout. Elle gagne 2000 francs par jour. Parfois 3000 les bons jours. Ses enfants? Ils dorment encore quand elle part. Ils dorment déjà quand elle rentre. Elle les voit vraiment seulement le dimanche. Mais elle se bat, elle résiste, elle espère. Pour eux. Ce matin-là, 15 novembre, il pleuvait. Le marché était presque vide. Fatou avait acheté 50 kilos de tiof pour 25 000 francs, tout son capital. Si elle ne vendait pas, elle ne mangerait pas. Ses enfants non plus. 9h30. Son téléphone sonne. Un numéro international. Elle hésite. Qui peut bien l'appeler? Elle décroche. Madame Diallo. Félicitations, vous avez gagné 50 millions de francs CFA au tirage international africain. Fatou raccroche. Une arnaque, forcément. Mais le téléphone sonne encore. Même voix, même message. Cette fois, l'homme donne des détails. Son nom complet, son adresse, le nom de ses enfants. Des informations que personne ne devrait connaître. Pour récupérer votre gain, madame, vous devez juste payer les frais de transfert, 500 000 francs. Fatou n'a pas 500 000 francs. Elle n'a même pas 50 000 francs. Mais l'homme insiste, empruntez. Demandez à votre famille. En 48 heures, vous aurez 50 millions. Vous pourrez tout rembourser. Fatou réfléchit. 50 millions.
C'est 68 ans de travail au marché. C'est l'école privée pour ses enfants. C'est une vraie maison. C'est la fin de la misère. Elle vend tout. Son stock de poissons, ses 2 pagnes de cérémonie, son bracelet en or, le seul souvenir de son mari. Elle emprunte à sa sœur, à sa voisine, à son cousin. En 24 heures, elle réunit 300 000 francs. L'homme au téléphone, ce n'est pas assez. Il faut 500 000. Sinon, vous perdez tout. Fatou panique. Elle va voir un usurier du quartier. Taux d'intérêt, 50% par mois. Elle signe sans réfléchir. Elle a maintenant 500 000 francs, et une dette énorme. Elle envoie l'argent par Western Union. L'homme la rappelle, « Madame, il y a un problème. Les autorités demandent une garantie supplémentaire, 800 000 francs. » Fatou s'effondre, elle a tout donné. Mais l'homme insiste, « Vous êtes si proche du but. 48 heures de plus et vous serez millionnaire. » Petite pause dans cette histoire troublante. Vous imaginez la suite? Fatou va-t-elle réussir à s'en sortir? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous captive. Fatou recommence. Elle vend sa machine à coudre, les cartables de ses enfants, même ses casseroles. Elle emprunte encore. Cette fois, elle réunit 600 000 francs. Nouveau transfert. Nouveau coup de fil, Madame, dernière étape, 1 million pour valider définitivement. Fatou comprend enfin. Elle a été piégée. Elle a perdu 1,1 million de francs. L'équivalent de 3 ans de revenus. Elle a des dettes partout. Plus de stock. Plus rien. Ses enfants ne comprennent pas pourquoi il n'y a plus rien à manger. Sa sœur ne lui parle plus. L'usurier vient chaque jour réclamer son argent. Fatou doit maintenant vendre des sachets d'eau dans la rue pour survivre. Le plus dur? Elle a honte. Elle qui était respectée au marché, elle qui était un exemple de courage, elle s'est fait avoir comme une débutante. Mais Fatou ne baisse pas les bras. Elle porte plainte. Les enquêteurs découvrent un réseau international. Les arnaqueurs opèrent depuis la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ils ont des listes de milliers de Sénégalais. Ils connaissent tout, nom, adresse, situation familiale. Fatou n'est pas la seule victime. Des centaines de personnes ont été piégées. Certaines ont perdu leur maison, d'autres leurs économies de toute une vie. Aujourd'hui, Fatou a recréé son petit commerce. Elle vend à nouveau du poisson, mais dans un autre marché. Elle a appris une leçon terrible. Les rêves de richesse facile peuvent détruire une vie en quelques jours. Elle dit toujours, l'argent facile n'existe pas. Ce qui existe, c'est des gens qui profitent de nos rêves. L'histoire de Fatou nous rappelle que derrière chaque arnaque, il y a une famille détruite, des enfants qui ne comprennent pas, des femmes courageuses